Dis donc, Michel, le coffre du trésor, où est-ce qu'on l'a mis? J'en sais rien. Qu'en est-il de la relique de Sainte-Rolande? On est au courant pour la pierre philosophale. Vous connaissez Marcus? Un jour, il s'est perdu dans son propre musée. La tombe sans nom près de celle de Stentor. Anduril, la flamme de l'Ouest, forgée avec les fragments de Marsil. Un fabuleux trésor dépassant des rêves les plus beaux. Si Joseph d'Arimathie n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. Bonjour à tous. Que reste-t-il après un GN? Des souvenirs plus ou moins forts, des belles photos. Mais quand on est orga, c'est pas la même limonade. Quand on est orga, c'est pas aussi simple. Et bien, c'est ce qu'on va découvrir avec notre invité. Nous allons déterrer cette relique. Alors, maudite, le mot est peut-être un peu fort. On va dire que c'était un GN haut en couleur, avec des hauts et des bas, et qui montre que organiser un GN, c'est déjà pas de tout repos à la base, même quand ça se passe bien, mais alors quand ça se passe mal, ça peut causer des traumas. Donc voilà, préparez-vous pour donc un GN avec enfin des dramas et du trauma. C'est le 3e épisode des reliques génistiques, et là cette fois-ci, pour ce 3e épisode, on a alors. Cet épisode se passera le mi-décembre, donc c'est Winter is coming, car c'est bientôt l'hiver. C'est ça, on fait des podcasts de saison. Voilà. Donc c'est un GN qui s'est passé en 2012, non? C'est ça, 2013. 2013, exactement. Ouais. Et il avait la spécificité de se passer en novembre. C'était déjà un challenge. En novembre dans le Nord, parce que nous on n'a que des bonnes idées. Ah oui, que des bonnes idées. Dans un fort qui a zéro commodité, hein, faut quand même le rappeler. Ouais, pas d'électricité, pas d'eau, que dalle. Rien du tout. Bon, on va commencer par d'abord te présenter. Alors, qui es-tu, Alexandre, alias Crégun? Alors, moi, je suis maintenant un géniste de la vieille, mais j'habite dans le Nord. J'ai longtemps été lillois et puis j'ai déménagé près de Boulogne-sur-Mer. Je suis dans la vie réelle un fonctionnaire ou dans le milieu hospitalier. Je suis marié, j'ai 3 beaux enfants et du coup, voilà, pour ce qui est de l'information principale, j'ai maintenant 44 ans. Waouh. Ça commence à piquer, mais tout va bien. Et avec tout ça, tu as le temps d'organiser des GN, et ça, c'est déjà une prouesse, quelque part. Oui, alors ça n'a pas été sans accroc, je te le cache pas, hein, parce que l'équilibre vie de famille, vie de passionné, c'est parfois complètement incompatible. Oui. Ce GN-là, les Winter is Coming, a la particularité d'être le premier de votre assaut que vous avez formé il y a 11 ans, c'est ça? Non, plus. Oui, je sais plus. Maintenant, 12 du coup, parce que bientôt 13. Oh non, elle va bientôt fêter sa 13e année. On avait fait les portes du Nord dans ce sens-là, en fait, de pouvoir créer des GN, mais aussi la particularité, là c'était mon idée principale, c'était de former un bureau quasiment constant qui s'occupe de tout l'aspect administratif et de pouvoir permettre à des gens qui veulent venir organiser d'avoir déjà cette base administrative qu'ils ne sont pas obligés de créer parce que c'est un peu la tannée et tout ça. Donc on voulait ouvrir les portes à un maximum de personnes qui voulaient organiser sans devoir créer leur assaut, se coltiner tout ce qui est déclaration, tout ça. Donc c'était l'idée de départ et ça a plutôt bien marché. Ouais. Ok, et ça a duré 12 ans, et enfin l'assaut continue maintenant, mais toi L'assaut continue, j'ai fini ma dictature de 10 ans de président, et ça a été, la relève a été prise par Chloé qui fait ça très très bien. Il y a la base est toujours là. Porte du Nord, il y a maintenant ce qu'on appelle les membres d'honneur, qui sont les membres fondateurs, dont moi, Fred et Aslar. Et l'assaut continue avec des personnes adorables qui font des superbes choses et ça fait plaisir de voir que sans moi, ça continue à très 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 bien se dérouler. Et regarder ça avec un œil affectif et un peu plus lointain maintenant, et c'est cool aussi.
Ok. Faut rappeler que donc en 2012-2013, c'était la folie d'une série qui est passée totalement inaperçue. À l'époque, c'était le Trône de Fer. Bon, maintenant tout le monde dit Game of Thrones. Mais Voilà, c'est ça. voilà. Et c'était un peu la folie. C'était une bonne idée de commencer par cet univers, non? Bah, clairement, moi je faisais partie des très 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 grands fans de la série. Euh, j'avais lu quelques livres, mais c'est vraiment comme faut pas se cacher, beaucoup de monde la série qui a fait réellement exploser l'univers et qui l'a fait connaître au plus grand nombre. Ouais. Moi, à ce moment-là, je commençais à avoir l'envie d'organiser. À cause d'un fautif que tu as interviewé il y a pas très longtemps, qui est d'ailleurs son surnom. Ah, le fautif. La première fois que j'ai organisé, ou que j'ai aidé tout du moins à organiser, c'était avec Timar sur le second éveil, qui m'avait proposé de venir filer un coup de main. Et c'est, comme on dit, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a donné vraiment envie d'organiser. Et pourquoi ne pas commencer à organiser avec un univers qu'on connaît, qu'on adore c'était un peu tout bénef, et ça permettait aussi d'avoir une certaine maîtrise aussi et pas se lancer dans un inconnu total. Ouais, ça a des avantages, des inconvénients d'utiliser une licence connue. C'est un énième débat sur le GN. Mais... Alors, nous, on avait décidé de faire les choses un peu extrêmes, dans le sens où on avait demandé l'autorisation aux diffuseurs français. Wow. Et également, pour ceux qui le connaissent, à la garde de nuit, qui est l'encyclopédie Internet. On leur avait demandé les droits d'exploitation pour dire, voilà, on va faire un GN sur le Trône de Fer, sur Game of Thrones. On va utiliser donc votre monde, on va utiliser vos références pour ce qui est de la garde de nuit. Et en fait, on avait eu des retours étonnés et adorables des principaux intéressés, qui étaient étonnés par la démarche. Après, on était à une période où il n'y avait pas encore beaucoup, il me semble pas encore beaucoup de GN à licence, on va dire séries télévisées réellement, quoi. Maintenant, on en voit beaucoup plus. Oui. Avant, tu faisais du DD, mais basé sur des univers de jeux de rôle. C'est vrai que c'était jeux de rôle, mais rarement une série. Enfin, j'ai un vague souvenir de 2012, mais ouais, c'est ça. C'est vrai que maintenant du JDR, Warhammer, tout ça, Donjons et Dragons. Voilà. C'est ça, maintenant, t'es pas étonné de voir du Witcher, même du passé du Stranger Things, t'as plein de choses. Ouais, bah ça... Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi une certaine peur de se dire... Alors ça, c'est le côté où on était un peu innocent, de se dire est-ce qu'on va pas se faire rattraper en nous disant vous avez utilisé notre concept, c'est pas bien. Bon, en gros, ils s'en foutent, c'est normal parce qu'on est à des années-lumière d'eux. Mais on avait pris la démarche d'y aller. Et après, vient les principales questions de se dire... comment on colle à l'univers pour pas qu'on ait des gens qui disent moi je viens mais je vais jouer Jon Snow. Ah non mais moi je vais jouer Jon Snow, mais quelle idée. Quelle idée. Alors pour la petite histoire et pour la petite anecdote, on a réellement eu une demande. Ah ouais, c'est vrai. Il voulait venir jouer Jon Snow. Il a dit j'ai le costume, j'ai tout, je vais venir jouer Jon Snow. Et bon. Alors, en plus, pas que cette personne n'est pas venue au GN. Ah ouais. Et en plus, en 2012 ou 2013, on va dire 2013 pour changer. En 2013, on connaissait pas encore la fin. On était vraiment à la moitié, peut-être 3e saison, éventuellement la 4e. C'était pas encore. C'est ça. Il y connaissait encore quelque chose, Jon Snow. Ouais. Mais ouais, on n'avait pas les tenants aboutissants. On était, je crois, en plus à ce moment-là encore calé dans les bouquins. Donc il n'y avait pas encore en plus tous les débats de est-ce que tu préfères les livres ou est-ce que tu préfères la série. C'est pour ça que l'une des premières décisions qu'on a prises quand on a fait le GN, c'est de faire une uchronie et de partir très très loin de la réalité des livres et de la série pour justement couper court à tous ces trucs de moi je veux être Jon, moi je veux être Jaime Lannister. C'est ça, Voilà, ça on pouvait pas, et puis c'est trop casse-gueule et tu arrives avec des joueurs qui ont des attentes hyper spécifiques et hyper cadrées et donc très vite on est parti. Je pense sans trop me planter qu'on est parti
il me semble, ce sera vérifié dans mes archives, mais je crois qu'on était même des centaines d'années après les événements des livres et on avait. Mais par contre, ça demandait un travail d'écriture assez colossal. Ouais. Avec Fred et Ashlar, donc vous avez créé les règles, vous avez plusieurs réunions, c'est ça? Comment vous êtes organisé? Ouais, on est parti d'écrire déjà les règles tous ensemble sur comment on allait se baser. À l'époque, on pouvait encore se voir relativement facilement, hein. C'est toujours mon gros problème d'orga, c'est que moi, par rapport aux autres, j'étais généralement loin. Ouais. Et on n'avait pas les possibilités techniques actuelles de tout ce qui est visio, même comme nous on le fait ici, les chats Discord, tout ça. Donc c'était très compliqué de faire du distanciel. Ouais. Donc moi je me déplaçais assez souvent et on essayait d'avoir un travail d'écriture en amont et de rediscuter de tout en réunion présentielle. Ouais. Généralement chez Fred, l'essentiel de ça c'était de se voir le plus possible et d'être raccord. Alors on se mettait des devoirs à faire entre chaque session où on devait chacun travailler sur un aspect qu'on revoyait ensemble après en réunion, qu'on validait, qu'on corrigeait. Enfin, c'était assez fluide, assez convivial et c'était franchement super sympa. Et c'est vrai que le travail en amont, enfin moi je l'ai bien vécu, je l'ai bien aimé. C'était agréable. Et ça très vite. Vous étiez répartis les tâches? Ouais, alors il y avait une grosse partie. Alors moi j'ai toujours adoré ça, c'est l'écriture de BG et Ouais. l'écriture des histoires. Ça c'est mon dada, c'est mon gros truc avec ses avantages et ses défauts. Hein. C'est que j'ai tendance peut-être, enfin j'ai eu tendance peut-être à écrire beaucoup et à partir de très très loin. C'est-à-dire que j'étais presque en train de parler de l'accouchement d'un joueur jusque le jour du GN. Donc il y avait peut-être certaines choses qu'il fallait retirer et des choses qui n'étaient pas vraiment utiles pour les personnages. Et pareil, par contre, moi, l'une des choses que je déteste en termes d'orga, c'est justement l'écriture des règles. Je déteste ça. Je ne maîtrise pas bien et je n'aimais pas ça. Donc c'était quelque chose que Ashlar et Fred maîtrisaient très très bien. Donc eux, ils étaient sur ce gros aspect-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Uchronie et sur une partie des BG. Après, les BG, on se les a répartis, était quand même beaucoup. Donc ouais, c'était un gène de combien de personnes? Combien de PJ? C'était 80 joueurs pour un premier jeu. Ouais, c'est pas mal, hein. Beau challenge. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que oui. Je pense que sur le coup, on voulait faire plaisir à un maximum de personnes. Donc on avait aussi vu qui on voulait voir sur le GN. Aussi la richesse de l'histoire et des intrigues nécessitait aussi un nombre conséquent de joueurs. C'était ça aussi. Et on voulait oublier aucune famille, y compris la garde de nuit, puisque le jeu se déroulait au niveau du mur. Oui, ok. Je me rappelle, les règles, c'était vraiment... fallait faire son personnage avec un système de points. Oui, on avait fixé ça. On voulait pas non plus qu'il y ait 35 000 compétences non plus, que ce soit aussi fluide et qu'on n'ait pas un jeu d'annonce. Parce que déjà, à l'époque, et c'est resté beaucoup sur l'effort du Nord, c'est que on n'est pas une organisation qui aimons avoir un livret de règles trop conséquent où on se prend trop la tête et où il y ait 45 000 annonces. On privilégie beaucoup le RP. Et, après, les compétences doivent être là. Parce que, bon, forcément, on est dans un GN, donc on est sur de la simulation quand même. Il faut pas se baser sur ce que sait faire la personne, sinon on va pas aller très loin. Donc, il faut un minimum de compétences et de choses. Et puis, et on avait aussi un gros travail d'Ashlar qui avait aussi fait tout ce qui est cartes pour les compétences d'herboristerie. Il y avait quand même quelque chose d'assez conséquent tout en essayant de pas trop complexifier les choses pour que ça reste encore une fois fluide et que ça privilégie plus le RP que l'annonce. Vous aviez aussi pour la première fois découvert un site qui s'appelle le Fort de Pierrequin près de Lille. Oui, tout à fait. Ouais. Comment vous l'avez dégoté celui-là? Comment on l'a dégoté celui-là? Alors très sincèrement, c'est toujours le nerf de la guerre. Trouver des sites originaux que on n'a pas exploité sur 50 000 GN et on voulait quelque chose de pas trop éloigné de l'île pour un premier justement pour pas devoir justement partir sur un périple en plus de GN, un périple logistique trop conséquent. Et on s'est mis à chercher
sur la métropole et on voulait un fort parce qu'on voulait justement faire jouer le jeu sur une représentation de ce que pouvait être un fort de la garde de nuit, donc au niveau du mur. Ouais. Et on s'est vite heurté au fait que soit les forts dans la métropole lilloise sont réhabilités et accueillent des musées Ouais. ou ce que c'est, donc comme par exemple le fort de Mons ou le fort de Seclin. Ouais. Et on est tombé un peu par hasard en tapant sur internet sur ce fameux fort de Pierrequin Ouais. que tout le monde connaît mais que personne ne voit, qui est quand même à peu près à 300 mètres de Auchan Anglo. Il est bien planqué, hein. Que tu longes dès que tu prends l'autoroute, quand tu viens de Dunkerque pour aller sur l'île, tu passes devant tout le temps. Mais alors, il est au milieu de végétation et autour des champs, donc tu ne peux pas le voir. Ouais. On a contacté, c'est une association en fait qui gérait ce fort, qui appartient encore à la mairie, qui était un fort démilitarisé depuis peu de temps. Je crois qu'il avait une vingtaine d'années à l'époque d'existence civile et non plus militaire. Ouais. Et donc, on est allé le visiter avec un président d'association absolument adorable. Oui, je confirme. Fort très accidenté et dans un état un peu complexe. Il est un peu dangereux. Il est un peu dangereux. Un peu dangereux et qui ne s'est pas arrêté avec le temps. Nous, on a même décidé d'arrêter de l'exploiter. Et du coup, on a visité avec lui. On a découvert quelque chose quand même qui permettait d'accueillir un certain nombre de joueurs, qui permettait, nous, de mettre en place un certain nombre de scènes de mécaniques de jeu. Et même à 5 minutes de Lille et à 3 minutes d'un centre commercial, c'était quand même un peu royal en termes d'organisation. Tout à fait. Ça a été très fluide, même trop fluide, avec le président de l'asso qui, pour la petite anecdote, à la fin de la visite, nous a dit « Ah bah c'est super, je suis d'accord, vous venez, je vous file les clés, et puis c'est bon. » Et que là, on lui a dit on va peut-être faire quand même un contrat et on va peut-être quand même faire aussi une rémunération pour la location du fort parce qu'on était parti pour louer à zéro, avoir 0 contrat, mais qui dit pas de contrat, dit pas d'assurance, ça engendrait tout un tas de choses. Ouais. C'est nous qui avons quand même mis en place tout le contrat que les autres organisateurs ont utilisé derrière pour les conditions de location du fort, et c'est même nous qui avons fixé le tarif de location pour qu'on ait quand même une somme symbolique d'argent à leur donner pour qu'ils puissent le réutiliser dans l'amélioration des conditions d'accueil et de sécurité du fort. Mais c'était assez rigolo par rapport à d'autres sites où c'est quand même extra carré, très encadré avec des contrats, et nous arrivés en disant tenez, en gros voilà les clés, venez demain. Non, on va peut-être pas faire comme ça non plus. Et on verra que tu as bien fait de faire un contrat, parce qu'on sait jamais. Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver, et nous on s'est dit, tiens, on va tout mettre dans le premier. Voilà. On va y arriver. Un peu de patience, on va y arriver. Oui. Donc là, voilà. Ça a duré quoi, 1 an, la préparation Ouais, on a pris 1 année à le faire parce que fallait quand même faire un gros travail d'écriture, un gros travail de mise en place, les réunions et puis après il y a tout le travail d'ouverture des inscriptions, le recrutement. Déjà en 2012-2013, la gestion des désistements, et Dieu sait que sur celui-là on a une autre dose aussi. Donc c'est un gros travail en amont. Ouais. Ça se passait comment les inscriptions en 2013 Je te jure que j'ai dû ressortir aussi, j'ai dû aller chercher en amont en me disant comment on avait fait, et on était passé par un site, je ne sais même plus s'il existe encore, qui s'appelle WizEvent. Ah, je crois que ça existe encore, hein. Je crois. Et voilà, et qui permettait justement de mettre en place un système d'inscription en ligne. Ouais. Parce que par contre, je pense que là, à cette époque-là, Hello Asso n'existait pas encore, ou c'était le début. Enfin, très sincèrement, je sais pas trop le timing de Hello Asso, mais donc on était passé par WizEvent. Ah oui. On était parti sur une politique quand même de ne pas inviter, ou de très peu inviter. On avait bien sûr des gens qu'on appréciait beaucoup et qui tournaient déjà autour de l'asso, qui nous conseillaient, qui donnaient des idées, ou avec qui on avait déjà joué, qu'on voulait voir sur le jeu, mais c'était un peu la politique du premier arrivé, premier servi, tu payes ta PAF, et puis on y va. Petite particularité à l'époque de WizEvent, c'est que WizEvent prenait une commission sur chaque inscription. Donc on avait dû un peu le faire ressentir. Alors c'était pas grand-chose, parce que il fonctionne au nombre d'inscrits. Donc plus t'as d'inscrits, plus la commission est faible, de moins sur la PAF, mais on avait dû l'intégrer, ce qui n'était pas prévu départ au budget.
Et étant donné que c'était notre premier GN, on n'avait pas la possibilité d'englober ça dans nos fonds propres et de ne pas faire jouer cette commission sur la PAF. Donc on avait été obligé de l'intégrer dans l'inscription des joueurs. Ouais. Tu te rappelles de Je la sais plus PAF? maintenant. Honnêtement, sincèrement, non. Je ne me rappelle plus de la PAF, mais c'était des PAF de 2012-2013. Hein. Bah Donc, oui, c'est pour ça. je C'est ça pense qui est drôle. Honnêtement, très sincèrement, je pense que la PAF ne dépassait pas 50 € bouffe incluse. Ouais, parce que le site est vraiment pas cher, hein, et 80 joueurs. Alors le site, pour ne rien cacher, le site on l'a payé 400 balles pour Ouais. 3 jours de jeu et 5 jours de présence orga. Ouais. Que Oui. aujourd'hui tu ne trouveras nulle part. Et non, bah non. Parce Donc que. forcément, on a pu justement reverser, enfin mettre la PAF autre part que sur la pure location de site. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est royal. Eh oui. En gestion de la nourriture, donc c'était quoi? Chacun ramené ou il y avait des repas prévus? Alors on avait tout prévu à part le premier soir, parce que le premier soir n'était pas en jeu. On avait demandé aux joueurs d'arriver la veille. Le jeu commençait le matin, mais tous les repas étaient pris en charge sous forme d'encas ou de petits moments où chacun pouvait venir manger. C'était Trollseb qui était occupé de la nourriture. J'étais allé avec lui à Métro à l'époque pour faire toutes les courses. Je pense que de mémoire, ça avait fait un tabac absolu. Ouais, parce qu'il faisait plein de petits encas tout au long de la journée. C'est ça. Et ça, ouais, ça avait vraiment marqué les esprits. Ouais, et encore une fois, manger un peu comme tu voulais, chaud, tout au long d'un GN au mois de novembre à Lille. Bah oui. C'est quelque chose quand même de bien réconfortant et qui te fait accepter cette chose climatiques qu'on n'avait pas planifié, mais qui se sont déroulées. Ouais. Vous avez rempli facilement, j'imagine, avec une licence, parce que c'est votre premier jeu de l'assaut, donc pas connu, donc ça peut être... vous avez quand même bien rempli. T'as toujours cette anxiété, ce stress quand tu ouvres tes inscriptions, de te dire est-ce qu'on va remplir, comment on va remplir. Mais même à l'époque où ça commençait, mais la série était déjà là, mais on a eu très, très facilement une avalanche. voilà, c'est ça s'est rempli hyper facilement, hyper rapidement. Après, comme tout asso qui se respecte, et même encore aujourd'hui, on a une clause de désistement, je pense qu'on devait être entre 10 et 20%, donc bon, on a quand même... Mais on n'a jamais eu de stress de se dire oula, il va nous manquer du joueur, il va nous manquer. Vous avez une liste en réserve. Ouais, et puis que ce soit moi, Starcred, ceux qui nous ont filé un coup de main, on gravitait sur le GN depuis Fred et Astar depuis plus longtemps que moi, mais du coup on avait aussi des potes qui voulaient absolument participer à notre premier GN, donc c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté relationnel qu'on avait qui a permis de faire que on n'a pas stressé pour remplir. Il y avait un noyau de toute façon lillois parce que le jeu s'est passé dans le nord, dans la métropole. Il y a ça aussi. Hein. C'est vrai qu'on a eu la chance justement de ramener énormément de Lillois qui, forcément, qu'on peut même. Alors, pas beaucoup l'ont fait, mais quand tu peux dire je vais à un GN, je rentre chez moi dormir, je reviens le lendemain matin, j'en ai pour un quart d'heure. Déjà, tu réfléchis moins sur le fait d'aller sur le site ou pas. Et puis, on a eu nos potes amiénois aussi qui sont venus, de la Guilde des Maraudeurs. Je crois qu'il y a eu des Belges. Oui, il y a eu quelques Belges. Il y a aussi eu pas mal de personnes de Saint-Quentin, sauf si je ne dis pas de bêtises, d'une association qui naissait un peu, qui était la Cave aux Ours aussi, qui était venue jouer. Enfin, on a eu pas mal de monde et on a eu aussi les fidèles qui venaient d'un peu plus loin et qui avaient envie de jouer avec nous. Donc, non, c'était déjà quelque chose qui était super réconfortant et qui a fait super plaisir, c'est de voir que les potes venaient, que aussi déjà à l'époque des têtes qu'on ne connaissait pas qui venaient, attirées probablement par le Game of Thrones, parce que de mémoire je ne pense pas qu'il y en avait eu beaucoup à ce moment-là. Je crois pas, non. Donc, c'est vrai que à cette époque. C'est vrai. Et puis tu es bien placé pour le savoir, on aime bien avoir notre noyau dur d'amis qui viennent en GN, mais on aime aussi, enfin moi j'adore aussi voir des têtes que je ne connais pas, venir jouer, découvrir des gens, ne pas connaître leur manière de jouer et voir comment ils font évoluer des personnages qu'on écrit. Ça, c'est proprement génial aussi. Donc, c'est à double tranchant, mais c'est important.
Ouais, parfois, ouais, tu dis, oh, Ah bah oui, oui. bon, ok, j'espère que lui, il viendra pas sur le prochain. Tu lances Et, la pièce et bon, bah, des fois ça tombe pas du bon côté. Mais, c'est mais ça. non, mais Mais c'est c'est vrai important que de sortir ça, des c'était sentiers important. battus. C'est ça. Et c'est aussi le fait d'ouvrir et faire aussi découvrir le GN à des gens qui viennent suivre. Il y a certaines personnes, c'était leur premier GN et c'est aussi un peu une fierté de se dire, bah, on a des gens qui sont venus, ils disent non, je vais découvrir un GN sur la métropole lilloise, je sais pas encore ce que c'est, je fais du jeu de rôle, je vais me lancer. Mhm. C'est cool. Moi, j'ai aussi ramené des amis qui ont joué PNJ, qui avaient jamais fait de GN, ils ont éclaté à venir Ouais. jouer les malotrus, les autres petites bestioles diverses et variées qu'on peut mettre dans un Game of Thrones et ils sont sortis avec le smile, donc ça c'est cool aussi. Là, on va passer au... Bon, je resitue un petit peu la situation. Un site, bon, certes un peu vétuste, mais avec un propriétaire adorable. Ensuite, des joueurs qui remplissent assez facilement. Des réunions d'orga qui se passent très très bien. Une bonne osmose, un bon équilibre entre vous trois. Ça se remplit, ça se prépare. Et soudain, c'est le drame. Le GN va avoir lieu. Non, je rigole. C'est ça. On arrive au moment où, attention, c'est le jour. Alors, Fred, dans mes souvenirs, il est venu en famille 2 jours avant pour tout défricher. Parce que le gros point noir de ce site, c'est qu'il n'est pas vraiment entretenu et qu'il est hyper végétalisé si on n'entretient pas. Alors, surtout que pour l'anecdote, il s'est quand même passé quelques semaines, mois entre notre dernière visite du site Ouais. et le GN même. Et en fait, des zones qu'on avait vues, même si été, automne, bon, voilà, on a des zones qu'on pensait exploiter qui, 48 à 72 heures avant le GN, ne l'étaient plus. Donc, Fred, avec le côté très organisé du militaire, et ça, c'était ça, composant d'or aussi, est venu avec la tronçonneuse, la tondeuse, le défricheur, et il nous a fait un travail colossal pour qu'on puisse s'accueillir dans de bonnes conditions tous les joueurs. Et on avait également pris la décision parce que c'était un nouveau site que personne ne connaissait, demander à tous les joueurs de venir la veille. Parce qu'on voulait faire une visite la veille pour que les joueurs puissent quand même découvrir le lieu. Non, pas pendant le jeu, parce que c'est beaucoup trop dangereux de découvrir un site que tu ne connais pas. Dans la nuit. C'est dangereux dans la nuit. Juste pour information, c'est le même Fred que l'épisode 1, Thibaut et Mado. Donc Frédéric, c'est alors je vais dire un ancien militaire, mais je pense qu'il est toujours en fonction. Et c'est quelqu'un de très, qui va avec beaucoup d'énergie et qui va, vraiment qui va être en termes logistiques une puissance de feu extrêmement importante. Et on rêve tous d'avoir personne comme ça, voilà, pour réussir à résoudre des problèmes logistiques. Et en fait, oui, sur d'autres jeux d'ailleurs, il a aussi apporté physiquement et intellectuellement des choses très importantes. Donc oui, c'est le même Fred que l'épisode 1. Je vous laisse écouter l'épisode 1. Fred a ce côté justement militaire qu'il arrive à retranscrire dans l'organisation de VN, et c'est vraiment un avantage incroyable de l'avoir. Alors dans une organisation d'association, tu lui dis de faire un truc, il va le faire. Il va pas discuter sans 7 ans. Il y va, il fait le truc. Il est force de proposition incroyable, mais c'est quelqu'un qui va te décharger de petits détails qui paraissent anodins, mais qui ont une importance incroyable, et qui fait que toi, tu as ta tête sur ton jeu, tu as ta tête sur ton scénar, sur tes accueils, et lui, il fait ce qui est à côté, ce qui peut être vu comme quelque chose de pas important, mais qui peut te sauver la mise à de très, très, très nombreuses reprises. Et j'ai un respect et une amitié énorme pour Fred, et je pense que je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait, ne serait-ce que sur celui-ci, mais aussi sur tous les autres ZN derrière et pour l'action en général. Ouais. Voilà, petit côté coup de cœur et bisous. Donc c'est on va en parler. Il y a eu un gros souci pendant les préparations. Je sais pas à quel point tu veux en parler, niveau judiciaire, tout ça. Ça a duré 10 ans, ça a été infernal. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus ? Alors, pour justement... alors moi, je n'ai plus aucune inquiétude à en parler, ni aucun tabou sur ce sujet-là. D'accord. C'est réglé. Très clair.
c'est réglé pour moi. À 7h, vers 7h du matin, on a un joueur qui arrive, des personnes l'accueillent et on lui indique où est son campement. Donc là, il décide de retourner à sa voiture, de prendre son barda, tente incluse, et de partir chargé comme un baudet. Il arrive sous le Porsche, et sous le Porsche, c'est là que se joue le drame. Au lieu de passer le Porsche et de partir à droite, il est sous le Porsche et il part à droite. Quelques dizaines de pas plus loin, trou béant de 2 mètres de haut, et il tombe avec tout son barda, 2 mètres plus bas, gravement blessé au niveau de la jambe, le genou en vrac. Donc le gène n'est pas commencé, que nous voilà revenus et devoir appeler en extrême urgence les pompiers pour une évacuation de site et la gestion d'un blessé grave. Premier GN, assaut naissance. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. C'est pas commencé et on gère ça. Donc là, encore une fois, on a également l'aspect militaire de Fred qui rentre en jeu parce que les blessés, par son métier, il a connu. Très bon pour ce genre de réaction. Ouais. Voilà, nous on a une réaction que je pense qu'on n'a pas paniqué à aucun moment, on l'a géré. Je pense que la plupart des joueurs ne se sont même pas rendus compte parce que les pompiers sont arrivés vite. Ouais. Il n'y a pas eu de problème d'accès, etc. Donc il a été évacué relativement vite. Pour la suite, sur la première instance, le tribunal nous a donné raison. Ouais. Que le joueur avait été imprudent et que c'était de sa faute et point barre. Bien évidemment, le joueur a fait appel. Ouais. Et en appel, il a eu gain de cause et tu démarres une vie d'orga, tu t'attends pas à quelques années plus tard à avoir un huissier qui... Toi, en tant que président, tu as dû gérer ça pendant 10 ans, les hauts et les bas, la paperasse, le stress. C'est ça. Comme je te dis, c'est extrêmement stressant parce que tu ne sais pas réellement ce que tu encours, parce que tu fais quand même le président de l'assaut, donc tu es responsable. Et quand tu es attaqué en justice, ils attaquent l'assureur et par conséquent l'association, donc ta personne. C'est quand même, comme je disais, j'ai quand même un huissier qui est venu à mon domicile sonner à ma porte pour me donner une convocation pour le tribunal. Et oui. Non mais faut le dire, c'est chaud. Hein, pour nom propre. Alors tu es représenté bien évidemment par ton avocat, tu n'as pas l'obligation de te déplacer au tribunal, quoi que ce soit, mais tu fais quand même, il y a quand même une action judiciaire, et quand tu commences ta vie d'organisateur, ou même, tu t'imagines pas qu'à un moment tu peux te retrouver au tribunal. Voilà, c'est derrière moi, c'est terminé. Oui, voilà. Fini, mais bon. C'est derrière. Ouais. Après, c'est aussi les assurances qui poussent justement pour... Parce que, alors pas pour ce cas-là, mais généralement, quand tu peux pas travailler suite à un accident, c'est les assurances qui t'obligent à porter plainte pour qu'il y ait un remboursement. Donc voilà, ça commençait mal, la vie d'orga. Ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Ça nous a foutu un coup, mais au moral, mais qui est sur le coup passe sur le fait on pouvait pas anticiper ce qui allait se passer derrière, mais voilà, on n'a pas commencé notre GN, on a un blessé grave. Maintenant, on a 79 joueurs qui attendent le lancement du jeu. Faut vite se remettre la tête sur les épaules, les pieds sur terre. C'est ça. Faut jouer. Passer outre faut lancer le jeu, faut y aller. Donc, est-ce que vous êtes demandé, est-ce qu'on va pas annuler? Est-ce que vous n'êtes pas demandé ça à un moment? Non, vous en étiez pas là? Non, c'est jamais venu sur la table. D'accord, ok. Non, parce que il était vivant, c'était de la trauma, c'était de la trauma, il était conscient. Je pense même que sur le coup il déconnait un peu. Oui. Mais voilà, même les pompiers nous a dit le genou est en vrac, mais derrière il semble rien avoir. Et en effet, il n'y avait rien entre guillemets à part le genou, que je ne minimise pas, qui était une grave blessure quand même. Mais on avait quelqu'un de conscient, on savait que voilà. Pour connaître le fort, c'est un 2 bons mètres quand même. Et puis, voilà, c'est chaud. Et puis, t'arrives pas sur terrain plat, quoi. Non. C'est-à-dire que c'est tout simplement un plancher de pierre qui s'est effondré c'est ça, tout seul, quoi. Donc, il y a personne qui allait passer la styro et déblayer les gravats, quoi. Donc, on reviendra sur un
un autre événement en fin de jeu tout à l'heure. Oui, parce qu'il fallait fallait terminer comme on a commencé. Exactement. sur un miracle. C'est ça. Une intervention divine, voilà. C'est un peu ça. Donc les joueurs arrivent et le jeu commence. Donc et là tout se passe bien, tout se passe comme prévu. Alors, tout se passe comme prévu. C'est ça qui est assez extraordinaire sur un GN. C'est Ouais. que, alors tout commence très très bien, ça se met en place. Jusque-là, je pense que ce matin-là, il faisait relativement beau. Ouais. Et on avait, comme tout GN qui se respecte et comme tout jeune orga qui se respecte, on avait notre trame en tête et on se disait, il va se passer ça, ça, ça. On a un timing, on a tout dans le PC orga avec la timeline, comment ça va se passer. Et je pense que après 3 heures de jeu, notre trame centrale était tombée par terre. Ouais. C'était un peu extraordinaire. Donc pareil, Foutu joueur, c'est pas capable de suivre une trame de scénario. Voilà, c'est ça. Et là, voilà, c'est ton premier GN, t'organises ton truc, tu te dis tout va se dérouler comme on a prévu. Ah, et puis Au bout de 80 3 joueurs, heures de c'est jeu, chaud. t'oublies ça. Ouais. Mais et du coup, c'est là où on a eu un petit moment suspendu, je pense, au niveau de ce GN-là, c'est que toutes les étoiles se sont un peu alignées et on a rebondi sur les faits de jeu, sur ce que les joueurs faisaient, sur comment on pouvait raccorder les idées principales qu'on avait, parce qu'il fallait quand même qu'on ait une certaine cohérence. Et on a passé une grande partie du GN à être dans la réaction d'actes de joueurs, d'éléments de jeu, plutôt que de essayer de les remettre sur un rail qui, à mon humble niveau d'orga, je pense, est une grosse erreur. Ton scénar se détourne des rails centrales que tu avais prévus. Attends, t'essayes de t'adapter et tu vois où ça peut t'amener, mais n'essaye pas de revenir sur tes rails parce que ce qui peut marcher sur un JDR ne marche pas forcément C'est ça, c'est exactement ça. Et là, du coup, on est parti sur. Alors attention, c'était la trame centrale qui, sans dévoiler le truc, après on s'en fout, qui était quand même basée sur une joueuse qui était l'héritière targaryenne, mais qui était cachée, et qui ne devait pas se dévoiler, qui devait venir justement dans cette réunion pour en fin de GN dire voilà, je suis là, c'est moi. Et par contre, on avait une imposteuse. Une joueur qui était là, voilà, un imposteur, et qui se faisait passer pour justement une héritière targaryenne, tout ça. Et en fait, très rapidement, elle a été découverte comme usurpatrice. C'est mieux, usurpatrice. Et par contre, la joueur en question, que tu connais très bien, s'est également fait surprendre et a été découverte très, très, très rapidement comme étant une véritable Targaryenne et l'héritière du trône de fer. Et là où on s'est dit, bon, bah, dans 3 minutes, elle est morte, et ben non, ça s'est très bien goupillé. Alors, avec les talents des joueurs, hein, la manière dont ils ont pu rebondir là-dessus, la manière dont ils ont joué les choses, ça s'est passé, j'ai envie de dire, à la Game of Thrones diplomatique. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y en avait qui disaient on va la zigouiller d'entrée de jeu, et puis il y en a qui se sont dit non, on va la protéger. Il y a eu tout un jeu de cours autour de ça qui était absolument génial à notre niveau d'orga, de voir comment tous les joueurs mettaient. Ouais, je trouve que vous avez effectivement vous avez bien rebondi sur ce qui s'est passé, effectivement. Dans mes souvenirs. Mais je pense, tu vois, que c'est dû aussi au fait que en amont, avec Fred et Alpha, on avait beaucoup travaillé sur le sujet, on avait beaucoup discuté, et je reviens là-dessus, ça me revient aussi, c'est sur le tableau, le fameux tableau des liens entre les joueurs que Fred nous avait fait, qui était un tableau d'écolier, enfin, tu vois, de 2 mètres sur 3, où on avait tous les joueurs de toutes les maisons, et il avait tracé des lignes sur les rapports intra-maison, les rapports inter-maison, les rapports de personnages entre eux. C'était un tableau de fou furieux. Et je pense que du coup, on connaissait aussi tellement bien nos personnages qu'on a pu voir aussi comment faire évoluer les choses et comment, sans revenir sur cet élément de jeu qui était perdu et qu'il ne fallait pas rattraper, mais comment réengager des intrigues. Il y a des intrigues qu'on a mis en place pendant le VN.
par des petits messages. Vous arrêtez PNJ, souvent vous mettez souvent à l'écart? Vous faisiez des réunions souvent? Alors, on avait mis en place le fait qu'on était présent en jeu sous la forme des scribes, c'est-à-dire qu'on était costumés et on pouvait généralement être présent sans détourner l'attention des joueurs, donc en écoutant et en entendant parfaitement ce qu'ils disaient, et justement ne pas devoir retourner en salle d'orga et de pouvoir discuter en temps réel sur ce qui était en train de se passer et comment rebondir sur le sujet. Et le fait d'être quasiment systématiquement dans le jeu, avec des joueurs qui pouvaient justement venir nous parler sans parler à un orga, mais parler à quelqu'un qui est costumé, donc continuer sur un certain roleplay, et nous pouvoir aussi répondre en roleplay, mais pas lui dire tu devrais faire ça, ça et ça, mais plutôt lui dire selon les informations dont je dispose de la maison Lannister, il se pourrait que... Donc on pouvait aussi intégrer en temps réel des informations aux joueurs sans qu'on ait une discussion hors jeu d'un joueur qui vient voir un orga. Ouais. Donc ça a permis aussi, je pense, de pouvoir rebondir très rapidement, de pouvoir intégrer des nouvelles intrigues et de pouvoir aussi ne pas avoir à faire un débrief de 15, 20, 30 minutes en salle orga entre nous trois, à dire qu'est-ce qu'on fait, et par contre, on faisait des points réguliers justement sur. Alors attention, on a réorienté un peu comme ça pour que il n'y ait pas aussi ce côté qui est parfois très handicapant de veine, de se dire j'ai un orga qui m'a validé ça. Ah bah moi je suis un autre orga, je suis pas au courant, je peux pas te répondre. Ah oui. Et ça on a. Alors je ne dis pas que tout a roulé à 100% nickel, attention, c'est pas sujet, mais c'est difficile. On a pu s'adapter à ce niveau-là parce que je pense qu'on avait pris quelques bons choix de mise en situation d'orga pendant le jeu. Hey, attends, c'est pas fini. Bon, alors on décale tous les numéros et tu passes en deuxième partie. C'est après cet épisode que j'ai croisé très furtivement George Abitbol.